Direction Matignon tout de suite pour la première déclaration d'Édouard Balladur après le dénouement dans la prise d'otage de l'Airbus à Marseille. Nous écoutons le Premier ministre. Dans l'inquiétude et dans l'angoisse sur le sort des passagers d'Air France et du personnel navigant. Le gouvernement s'est inspiré de deux considérations. La première, ne pas céder au chantage. La seconde, tout faire pour protéger les vies humaines. C'est pour cela qu'hier, au cours de multiples conversations, aussi bien avec le président de la République algérienne qu'avec le Premier ministre, je leur ai fait savoir que la France était prête à accueillir l'avion d'Air France avec tous les passagers, même s'ils n'étaient pas libérés, donc, sur le territoire français. Et l'avion a atterri dans le courant de la nuit. Et pour parler avec les ravisseurs, ont été engagés, sous l'autorité de M. Charles Pasqua, et il est rapidement apparu que la seule solution pour sauvegarder les vies humaines était de décider l'assaut. C'est donc ce que j'ai décidé. Je tiens d'abord à dire que l'opération s'est déroulée dans des conditions exemplaires de courage et d'efficacité. Et je tiens donc à remercier toutes les forces de l'ordre, et spécialement le GIGN. Je veux dire aussi que nous pensons aux otages abattus, et notamment à Yannick Beugnet, jeune fonctionnaire français, qui a été abattu hier. Nous pensons à leur famille, et nous pensons à leur peine. Nous pensons également à l'équipage d'Air France, qui a vécu durant plus de 2 jours dans l'angoisse et qui a eu un comportement exemplaire pour rassurer les passagers. Monsieur Charles Pasqua et moi-même allons maintenant répondre à vos questions brièvement, vous le comprendrez, car les choses ne sont pas encore totalement précisées sur tous les points. Mais je tiens à vous dire quelque chose, c'est que la France luttera inexorablement contre le terrorisme et qu'elle ne cédera pas au chantage d'où qu'il vienne. Et avez-vous des questions? Le bilan provisoire. Alors il y a 2 terroristes tués, il y a 7 blessés parmi les passagers, dont le commandant de bord qui est légèrement atteint. Il y a 7 blessés parmi les gendarmes du GIGN, dont 2 grièvement atteints. Voilà le bilan. Un terroriste capturé et un autre qui est en cours d'identification. C'est donc un bilan, mais je viens de le dire. Je vous ai dit que parmi les passagers, il y avait 7 blessés, dont le commandant de bord. 7 moins 1, à ma connaissance, ça fait 6. 6 blessés légers. C'est donc un bilan, le bilan est toujours trop lourd. Mais par rapport aux risques encourus, je crois d'ailleurs que le Premier ministre vient de rendre un hommage mérité au GIGN, qui a conduit une opération pleine de risques, car aucune reconnaissance n'avait pu être faite auparavant, et nous avions donné comme instruction, le Premier ministre et moi-même, d'intervenir dès lors que la vie des otages serait menacée. Et lorsqu'à 17h, nous avons entendu 2 coups de feu, bien nous sommes immédiatement sortis. Est-ce qu'il est exact que l'assaut a été motivé par une menace du terroriste qui vous épousait un nouvel otage? Alors, les terroristes nous avaient adressé un ultimatum, un de plus, mais lorsque nous avons entendu des coups de feu, les instructions que nous avions données au GIGN, à partir du moment où le Premier ministre avait donné dès ce matin son accord pour l'intervention, il était bien évident que nous choisissions le moment opportun. Et à 17h, à 17h, lorsque nous avons entendu des coups de feu, nous avons donné l'ordre d'intervention, et l'intervention a eu lieu à 17h15. Avez-vous l'impression que l'efficacité d'une telle opération est dissuasive pour éventuellement d'autres opérations qui pourraient être lancées par des terroristes? Certainement. Enfin, ce qui importait le plus au gouvernement français, et c'était les instructions du Premier ministre, c'était de sauvegarder la vie des otages et de l'équipage. Nous avons donc parlementé
Et nous avons essayé d'autres solutions que celles de l'assaut. C'est seulement lorsque nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il n'y avait pas d'autre solution que celle-là, que lorsque nous avons entendu des coups de feu, je le répète, nous avons pris la décision d'intervention. Je veux rendre hommage une nouvelle fois au GIGN. Ce sont des gens d'un grand professionnalisme et d'un très grand courage. Avez-vous craint à un moment ou à un autre que les terroristes, par exemple, ne fassent sauter l'avion Tout était possible, mais nous ne pensions pas que l'avion était piégé, mais ça faisait partie des risques. C'était à coup sûr une opération pleine de risques. Mais nous avons décidé d'affronter ces risques. Et je dois le dire, répéter combien l'action du GIGN a été digne d'admiration. Je voulais vous dire d'ailleurs que je réunirai demain matin à 8 h un certain nombre de ministres, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Transports pour faire le point de la situation demain matin et de ce qu'elle doit être dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'attitude des terroristes? Comment se comportaient-ils? Est-ce qu'ils étaient très véhéments? Non, ils étaient très, très froids et très déterminés. Ils étaient fatigués, naturellement, au bout de 40 heures, mais ils étaient très froids et très déterminés. Bien, dernière question. Madame, soyons bien clairs. Dans les événements que traverse l'Algérie actuellement, la France ne prend pas parti. Je sais bien que parfois on présente les choses différemment. Ce que nous souhaitons, c'est que l'Algérie connaisse la paix et qu'elle la connaisse grâce à la démocratie. Bien. Cela étant, nous avons des relations économiques avec l'Algérie et c'est le peuple algérien que nous aidons dans ce cas-là. Dans ces conditions, demain matin, nous allons faire le point de la situation et de la position du gouvernement français dans les jours qui viennent. Nous avons des problèmes concrets et pratiques à résoudre sur nos ressortissants là-bas, sur la façon dont la sécurité de nos installations est assurée, sur la façon dont la sécurité des transports est assurée, qu'ils soient maritimes ou qu'ils soient aériens. Quant au reste, il est bien évident que nous demeurons attachés au retour de la paix en Algérie. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons nous en tenir là. Oui, dernière question alors. Voilà, c'était en direct de Matignon. Le Premier ministre Édouard Balladur et le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua qui s'est félicité du dénouement de cette opération très risquée. Édouard Balladur, lui, a tiré les conclusions de cette prise d'otage. La France ne cédera pas au chantage, a-t-il dit. Je vous propose maintenant de revenir avec des images exclusives LCI sur le dénouement donc de cette prise d'otage de l'Airbus de Marseille. C'était tout à l'heure, un peu après 17h15, sur le tarmac de l'aéroport de Marignane. Les forces du GIGN ont donc donné l'assaut peu après 17h15 contre le commando islamique qui retenait en otage depuis plus de 48 heures les passagers de l'avion. 2 preneurs d'otages auraient été tués et non 5 comme il a été affirmé au départ. Il y aurait également 7 passagers blessés dont le commandant de bord de l'avion ainsi qu'un gendarme. Le GIA, le groupe islamique armé, a revendiqué il y a quelques minutes cette prise d'otage. C'est une opération qui a duré une vingtaine de minutes, Philippe Bess. Et on en sait désormais un petit peu plus sur les conditions de ce qui peut s'apparenter sur ces images à une véritable bataille rangée. Ce qu'il faut vous préciser, vous qui nous regardez, c'est que ces images sont diffusées en continu. Il n'y a pas eu de montage. Ce sont l'ensemble des rushs, comme on dit dans le jargon de la télévision, qui ont été filmés par les caméras de LCI. Là, on l'a vu, c'est le pilote ou le copilote qui vient de tomber du cockpit. Alors, ce qu'on sait désormais, c'est que le GIGN n'a pas utilisé d'explosifs lors de l'assaut donné cet après-midi pour faire sauter les portes de l'Airbus d'Air France. En fait, ils ont pénétré à l'intérieur de l'appareil par ces portes arrière, une fois qu'ils avaient acquis la certitude que les membres du commando terroriste étaient, selon les propres termes des gens du GIGN, obnubilés, c'est un terme technique, à l'avant de l'avion. Alors, ce qu'on peut dire, David, c'est que les 4 preneurs d'otages, car il s'agit désormais de 4 terroristes, étaient réfugiés à l'intérieur du cockpit, à l'avant de l'appareil, et c'est ainsi que les hommes du GIGN ont pu faire évacuer par l'arrière, on le voit sur les images, par les toboggans, les passagers. Merci Philippe. Vous voyez sur ces images, on découvre là l'évacuation de plusieurs des passagers.
Évidemment, dans la précipitation, c'est une évidence. Le toboggan est déroulé sur l'avant gauche de l'appareil. Alors en fait, on le voit, David, très nettement sur ces images, encore une fois signé LCI. Il y a deux toboggans, l'un qui était à droite, l'autre à gauche, donc de part et d'autre de l'Airbus. Il y a eu bien sûr des détonations entendues, on le voit à l'instant. Il s'agissait de grenades éblouissantes et puis après, on le voit sur ces images, une véritable bataille rangée dans le cockpit, des coups de feu qui sont tirés sur les membres du commando. Et on précise maintenant de sources officielles que les gendarmes ont décidé de donner l'assaut une fois que le commando, qui était à l'intérieur du cockpit, eut ouvert le feu sur la tour de contrôle qui était située à un étage au-dessus de la pièce où était réunie la cellule de crise. Ces images-là, on les voit encore avec les hommes du GIGN qui interviennent, les passagers qui sont évacués, la cinquantaine d'ambulances qui tout de suite a convergé vers l'Airbus immobilisé, et puis les pompiers, et puis vous le disiez également David sur le bilan, et je vous allais rappeler peut-être les chiffres. Il y a pour l'instant 3 preneurs d'otages qui sont 3 des 4 preneurs d'otages qui sont tués. Un a été arrêté, 6 passagers sont légèrement blessés, ainsi que le commandant de bord, ce que nous disions d'ailleurs dès l'édition de 17h, tandis que 8 gendarmes étaient également blessés, dont l'un avec la main arrachée. C'est un communiqué officiel du ministère de l'Intérieur. Merci Philippe. Ce bilan, même si on ne peut pas s'en féliciter, est tout de même considéré comme relativement satisfaisant. En tout cas, l'épilogue de cette prise d'otage est considéré comme satisfaisante par Édouard Balladur et Charles Pasqua qui s'exprimaient à l'instant à Matignon, où nous allons retrouver Thierry Guerrier. Thierry, vous confirmez cette atmosphère de soulagement? Oui, en effet, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, en effet, viennent de s'exprimer de l'un des salons de l'hôtel Matignon. Charles Pasqua est arrivé il y a quelques minutes, juste avant cette conférence de presse de Beauvau, où il dirigeait la cellule de crise. Alors le gouvernement, a dit Édouard Balladur, a obéi à 2 considérations essentielles. La première, ne pas céder au chantage, et la seconde, tout faire bien sûr pour protéger des vies humaines. Et c'est à cet égard que l'on peut peut-être, autant que faire se peut, évoquer la notion de succès à propos de cette opération, cet assaut qui a été donné. Le ministre de l'Intérieur a précisé que vers 17h, c'est sans doute le fait qu'il ait entendu, que sur place, les forces de l'ordre aient entendu des coups de feu, et donc ils aient pu penser à un moment donné que des vies humaines étaient encore en danger, que la décision a été prise. Et j'ai décidé, a dit Édouard Balladur, et donc il a confirmé là nettement que c'était lui qui avait pris la décision, j'ai décidé de prendre la décision de cet assaut. Le Premier ministre qui a rappelé que demain matin, il réunirait ici même une réunion interministérielle, un certain nombre de ministres d'État et de ministres, le ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, François Léotard et Alain Juppé. Le Premier ministre a rappelé évidemment dans son intervention les conditions, je le cite encore, de courage et d'exemplarité dans lesquelles cet assaut a été donné. Il a voulu rendre hommage aux forces de l'ordre qui ont pris des risques, bien sûr, c'est leur métier, mais aussi et avant tout aux otages, et en particulier aux otages abattus, et à Yannick Benier, ce jeune fonctionnaire français de l'ambassade de France en Algérie. Et enfin, en conclusion, le Premier ministre, vous l'avez entendu, a rappelé que la France lutterait indéfiniment, a-t-il dit, contre le terrorisme, que la France donc lutterait indéfiniment contre le terrorisme et ne céderait jamais au chantage. Je vous rappelle aussi cette réunion demain matin ici, réunion interministérielle à 8h. Effectivement Thierry, le Premier ministre en revanche dans sa déclaration n'a pas cité le président François Mitterrand. Est-ce que le président a été informé, est-ce qu'il a participé à la décision concernant l'assaut? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'hôtel Matignon, le Premier ministre, qui dès hier soir a été tenu au courant, je dirais peut-être pas seconde par seconde, mais réellement minute par minute, à la fois par la cellule de la place Beauvau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, mais aussi sans doute par l'équipe à Marseille, les équipes des forces de l'ordre présentes sur place, le préfet de police et le préfet. Le Premier ministre a tenu personnellement à informer par téléphone le président de la République dans son lieu de vacances. On ne sait pas exactement à quel endroit, mais le président de la République était au courant. Quant à la décision elle-même, le Premier ministre a été très net. J'ai décidé, a-t-il dit, nous n'en savons pas davantage. Merci Thierry. En attendant de retrouver Jérôme Domas sur place à l'aéroport de Marignane, je vous propose de revenir sur le film des dernières heures de cette journée à Marseille. C'est à 3h du matin que l'Airbus se pose sur le tarmac de Marignane. Quelques heures plus tard s'ouvrent les premières négociations en direct avec les preneurs d'otages. Hélène Devinck.
Il est 15h30. L'Airbus A300 d'Air France est immobilisé depuis 12 heures sur un parking à l'écart des pistes de l'aéroport. Une porte de l'avion vient de s'ouvrir. 2 personnes descendent la passerelle. L'une d'elles semble avoir des difficultés à se déplacer. Elle s'appuie sur une canne. Les secours viennent l'aider. Le commando islamiste a libéré 2 des 172 otages. Des personnes âgées, les négociations semblent s'accélérer. Ces libérations ont été obtenues sans contrepartie, déclare-t-on officiellement. Les hommes du GIGN avaient déjà pris place autour de l'avion. Ils préparent leur offensive. Après la libération des 2 otages, l'avion commence à se déplacer. Il se rapproche de la tour de contrôle, 600 mètres sur le tarmac. Les premiers mouvements de l'appareil depuis qu'il est arrivé à Marignane. Les journalistes sont priés d'évacuer l'aérogare. Il y a 170 otages dans la carlingue. Les preneurs d'otages viennent de rompre tout contact radio. Marignane, nous nous retrouvons tout de suite en direct Jérôme Domas. Jérôme, des éléments nouveaux. Est-ce que vous confirmez d'abord ce bilan de 7 blessés, dont le commandant de bord parmi les passagers? Il n'y aurait pas de blessés graves parmi les passagers, dit-on. Écoutez, moi je ne suis pas en mesure de vous confirmer ce bilan parce que le périmètre de l'aéroport est complètement verrouillé. Moi je suis à l'extérieur maintenant. On va essayer d'obtenir des informations plus précises et puis plus récentes surtout. Maintenant, j'en suis comme vous resté à ce bilan provisoire. Quelle est l'atmosphère en ce moment à Marignane, Jérôme? Une dizaine de minutes après la fusillade, la fin de la fusillade, il y avait une effervescence assez indescriptible autour de l'aéroport. Il y avait des dizaines de véhicules du SAMU et des sapeurs-pompiers qui emmenaient les passagers. Et puis c'était évidemment très difficile pour les pompiers de travailler parce qu'en fait tous les gens qui avaient été évacués de l'aéroport quelques heures auparavant étaient à 1 kilomètre environ de l'aéroport et bloquaient les routes. Alors il y a eu ce temps d'hésitation pour arriver à faire sortir tous les véhicules de secours et c'est à partir de ce moment-là que la police a décidé de véritablement verrouiller le périmètre et que nous, journalistes, avons dû quitter l'endroit aussi. C'est pour cette raison que pour le moment on ne peut pas vous donner plus de précision, mais on va maintenant essayer d'en savoir plus. Et pendant que vous parlez, on revoit ces images de l'assaut donné par le GIGN. Jérôme, est-ce que vous avez pu, disons, approcher la cellule, les hommes du GIGN, les hommes chargés de l'organisation de l'assaut? Est-ce que vous avez pu les approcher et sentir leurs sentiments? Est-ce que c'est un sentiment de soulagement? Écoutez, on a vu sortir des hommes du GIGN dans les camions. Difficile de dire qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils venaient faire puisqu'il y a eu des victimes. En tout cas, moi je me trouvais derrière Jean-François Bramard qui a pris ces images que vous voyez en ce moment. On a pu voir que quand même l'opération a été très longue. Et si elle a été longue, c'est que ça ne s'est pas passé au mieux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on considère que cette opération soit exemplaire. Mais enfin, il n'y a manifestement pas trop de victimes parmi les passagers. Cela veut dire, semble-t-il, que l'équipage devait avoir été prévenu d'une façon ou d'une autre et avait pu isoler les passagers le plus possible vers l'arrière de l'appareil pour les isoler de l'endroit où le GIGN avait prévu d'entrer en contact et en conflit avec les ravisseurs. Merci Jérôme. Et précisément sur le bilan exact de cet assaut, Philippe Besse, il y a encore une certaine confusion. Oui, lors de sa conférence de presse, Charles Pasqua a indiqué que 2 terroristes avaient été tués, alors qu'une dépêche AFP, il faut être précis là-dessus, émanant du ministère de l'Intérieur, fait état de 3 terroristes tués. C'est-à-dire qu'il faut revenir également sur le nombre des blessés. 6 passagers, là-dessus apparemment les chiffres s'accordent, selon les sources. 6 passagers sont légèrement blessés et 8 gendarmes qui ont participé à l'assaut étaient également blessés, l'un avec la main arrachée. Quant à l'équipage d'Air France, il est sain et sauf. Et vous voyez que là-dessus, il faut être extrêmement prudent quant au bilan, qui est encore un petit peu tôt pour être définitif, puisqu'une dernière dépêche nous apprend que les 4 preneurs d'otages ont été tués. Mais la seule certitude pour l'instant, à l'heure où nous parlons, c'est qu'il n'y a pas de victimes, de blessés graves parmi les passagers de l'Airbus. Mais encore une fois, David, incertitude quant au nombre de terroristes tués. Ok, on vous retrouve dès qu'on a plus d'informations. En attendant, voyons que cette prise d'otage constitue, en tout cas vue de Paris, une première depuis le début de la guerre civile en Algérie. Je vous propose d'en revoir les temps forts avec Donna Vidal-Revel. Hier, un coup de feu retentit dans l'avion. C'est la dernière image en provenance d'Algérie. Il est 20h. Les preneurs d'otages ont lancé un ultimatum. Si à 21h30, ils ne sont pas autorisés à décoller, ils tueront un 3e otage, cette fois un Français. 1 minute après, ils mettent leur menace à exécution. Yannick Beugnier, cuisinier à l'ambassade de France, est abattu.
Tout va alors très vite. Édouard Balladur, qui a déjà présidé 2 cellules de crise à Matignon, est en contact permanent avec Alger. Le Premier ministre tient pour responsable les autorités algériennes de la sécurité des ressortissants français présents dans l'avion. Il téléphone personnellement au président algérien Liamine Zeroual, qui accepte de laisser décoller les terroristes dans les plus brefs délais. Les membres du commando ont très vite révélé leur personnalité. Samedi dernier, 24 décembre, ils revêtent des combinaisons de techniciens et après avoir bloqué l'appareil sur la piste, certains que tous les passagers bien embarqués, ils gagnent l'intérieur de l'avion. À son bord, 271 personnes, 271 otages. Ils commencent par libérer 11 personnes qui vont témoigner. Les terroristes ont moins de 30 ans, ils font des prêches islamiques dans l'allée centrale et distribuent des foulards pour que les femmes se voilent. À 19 h, les premiers coups de feu sont tirés, puis un nouveau groupe d'otages est relâché, nouveau témoignage. Une des femmes certifie avoir enjambé des cadavres avant de sortir. Il y a 2 morts, un diplomate d'origine vietnamienne et un policier algérien en civil. On apprendra plus tard qu'il a supplié jusqu'au dernier instant les terroristes de ne pas le tuer. « Je suis marié, je suis père de famille », a-t-il crié. Un des terroristes ne bronche pas, il l'abat. Les 2 corps sont dans un premier temps jetés dans la soute à bagages. De l'aéroport, on les aperçoit, ils bougent encore, mais aucun secours ne peut accéder. La police, immobilisée, est tenue en respect. Hier soir, à la demande pressante de Matignon, l'Airbus A300 d'Air France est donc finalement autorisé à décoller. Il quitte le sol algérien à 2 h ce matin et se pose 1h30 plus tard sur l'aéroport de Marseille. Le préfet de police déclare que l'arrêt à Marignane a tout d'une escale technique, avec au bout un très probable redécollage direction Paris. La vidange des sanitaires est effectuée dans la matinée, ainsi que le réapprovisionnement en eau potable. Des plateaux repas sont livrés à bord. Mais les réservoirs sont vides et après avoir demandé du kérosène, les terroristes veulent que l'on organise pour eux une conférence de presse. À 15 h 30, libération de 2 nouveaux otages. Quelques minutes plus tard, l'avion fait quelques mètres, les portes s'ouvrent et se ferment. Puis 2 heures plus tard, c'est l'assaut. Les gendarmes du GIGN interviennent. 170 passagers étaient toujours à bord de l'avion. Alors vous l'avez entendu au dire des passagers libérés hier, notamment les membres de ce commando étaient très jeunes, entre 20 et 25 ans, et leur profil serait celui de martyrs islamistes prêts à sacrifier leur vie à leur cause. Ils appartiennent donc au GIA, le groupe islamique armé le plus radical des mouvements en guerre contre le pouvoir algérien. Le GIA qui précise dans son communiqué de revendication que cette attaque a été menée par la phalange des signataires avec le sang du GIA, en réponse, je cite, à l'aide inconditionnelle, politique, militaire et économique de la France au pouvoir algérien. Je vous propose de revenir maintenant sur l'identité de ce mouvement et sur qui sont ces militants avec Pierre Barnérias. Le groupe islamique armé, le GIA, est né de la dissolution du FIS par les autorités algériennes en avril 92. Ces hommes, les voici. Ils ne répondent qu'à une seule loi, celle de la lutte armée. Leur principale cible, les autorités algériennes. Avec elles, pas question de dialoguer, ni trêve, ni réconciliation. Le GIA prône donc l'embrasement avec comme objectif de faire apparaître un État islamique. C'est le mouvement le plus radical des groupes islamistes, laissant derrière lui l'armée islamique du salut, branche armée du FIS. À son actif, l'assassinat de quelques 70 étrangers, dont 22 Français, de journalistes et de l'ancien Premier ministre algérien Kasdim Erba. Le mouvement, dont les effectifs s'élèveraient à 2500 hommes, a menacé la France d'attaquer ses intérêts en Algérie si elle continuait à soutenir le gouvernement algérien. Constitué d'anciens combattants d'Afghanistan, le GIA opère souvent à l'arme blanche. Pour lui, la démocratie n'existe pas dans les dictionnaires de langue arabe ni dans le Coran. Je vous propose d'aborder maintenant le chapitre un peu diplomatique de cette affaire, car il faut dire que la prise d'otages et les négociations qui l'ont suivi ont sérieusement mis à l'épreuve les relations franco-algériennes. En fait, à Paris, on a eu le sentiment d'être tenu à l'écart des négociations durant les premières heures, et la France tient donc les autorités algériennes pour responsables de la mort du passager français Yannick Beugnet. Paris craignait même qu'une opération en force d'Alger ne finisse en bain de sang, d'où la demande expresse d'un décollage de l'Airbus direction Marseille, ce qui constitue, selon l'islamologue Gilles Kepel, une humiliation pour le pouvoir algérien. Gilles Kepel qui estime également qu'en laissant l'Airbus atterrir à Marseille et en s'occupant elle-même de cette affaire, Paris a exporté sur son territoire la guerre civile algérienne. Alors Manuel Saint-Paul, est-ce qu'on peut dire que cette prise d'otage marque un tournant dans la crise algérienne pour la France ? Cette crise risque effectivement de marquer un tournant dans les relations franco-algériennes en important la prise d'otages sur son territoire. La France se donnait effectivement les moyens d'en contrôler le dénouement, mais elle prenait aussi le risque
de s'impliquer un peu plus dans la guerre civile qui fait rage en Algérie. En un an, elle a déjà payé un lourd tribut. En tout, 22 de ses ressortissants sont morts en Algérie, dans des attentats revendiqués pour la plupart par le groupe islamique armé. Le dernier assassinat remonte à hier, vous vous en souvenez, un passager français était exécuté sur le tarmac de l'aéroport Ouari Boumedienne à Alger. Le GIA justifie cet acharnement de violence par, je cite, l'aide inconditionnelle politique, militaire et économique de la France au pouvoir algérien. Ce sont les termes du communiqué qui revendique le détournement d'avions. Les pirates de l'air sont morts, le fanatisme musulman les élèvera au rang de martyrs. Ils sont morts en France. Le GIA tentera, lui, de venger leur mémoire en poursuivant sa campagne terroriste contre les intérêts français en Algérie et en frappant, tout est possible, s'il le peut, directement sur le territoire français. Merci Manuel. J'ajoute enfin cette dernière information. L'ensemble des liaisons maritimes et aériennes entre la France et l'Algérie sont provisoirement suspendues. C'est le ministre français de l'Équipement et des Transports, Bernard Bosson, qui l'affirme. Je vous propose de revenir maintenant, si vous prenez ce journal en cours, sur le dénouement, sur les images exclusives signées LCI de l'assaut qui a été donné par le GIGN contre le commando qui détenait en otage les passagers de l'Airbus. C'était donc tout à l'heure sur le tarmac de l'aéroport de Marignane, un peu après 17h15. Une opération qui a été déclenchée suite à un premier coup de feu du commando contre la tour de contrôle. À ce moment-là, les gendarmes du GIGN ont pénétré dans l'appareil par la porte arrière. Ils ont alors lancé des grenades éblouissantes. C'est ce qu'on a pu voir. Ce sont ce qui explique les explosions qu'on a pu distinguer, le léger nuage de fumée. Ensuite, une fusillade s'en est suivie. L'opération a tout de même duré une vingtaine de minutes. Le dernier bilan tel qu'il a été donné par Charles Pasqua, ici vous avez vu un des membres de l'équipage qui a cherché à s'échapper de l'avant de l'appareil. Je vous le disais, le dernier bilan de l'opération a été donné par Charles Pasqua, mais il est encore imprécis. Charles Pasqua a parlé de 3 preneurs d'otages tués et d'un preneur d'otages capturé. D'autres sources font valoir que les 4 membres du commando auraient été tués. Du côté des passagers, il y aurait 7 blessés, dont un membre de l'équipage. Il y aurait également 8 gendarmes blessés, dont l'un qui aurait eu la main arrachée. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur le dénouement donc de la prise d'otage de l'Airbus à Marseille. D'autres informations dans un instant à 19h avec Sylvain Attal. Eh ben, ça va les dents. Eh oui, la nature, ça donne des forces. C'est vrai qu'ici... Et puis j'ai ça. Tony Gensil, fluor et plantes. Les plantes aussi, c'est nature. Et un brossage régulier avec Colgate Tony Gensil, ça stimule et ça renforce les gencives. Et moi, mes gencives... C'est du béton. Tony Gensil, la force de vos gencives fait la force de vos dents. Certains jours, on manque d'énergie. Supradine, un comprimé par jour pendant 20 jours, vous aide à retrouver votre vitalité. Rendez-vous dans 20 jours, après votre cure de Supradine. Supradine est un médicament réservé à l'adulte et aux plus de 15 ans. Eh oh, si t'es Mulder, je te mords. Si t'es Mulder, je te mords. Si t'es Mulder, je te mords. Pétale de Mulder, sa finesse est irrésistible. Édition spéciale d'LCI pour vous faire vivre jusqu'à 20h le dénouement du détournement de l'Airbus d'Air France après l'assaut donné par les forces de l'ordre vers 17h15 sur l'aéroport de Marignane avec des images exclusives d'LCI que nous avons diffusées déjà il y a 1 heure et que nous allons vous remontrer. Il était donc 17h15 exactement.